Daesh menace-t-il la France? C'est notre débat en partenariat avec France Info. Pour en parler avec nous, Mathieu Guidère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur donc, en islamologie à l'Université de Toulouse. On a entendu à quel point Daesh a explosé en finalement relativement peu de temps. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne peut plus rien faire contre cet État islamique et contre son avancée? Non, certainement pas. On peut toujours faire, d'autant plus qu'il a très peu d'alliés dans la région. Simplement, la conjoncture politique actuelle, c'est-à-dire les sunnites, globalement les régions sunnites, se trouvent sans défenseurs en réalité dans toute la région. C'est-à-dire les monarchies sunnites ont rejoint la coalition et du coup, ils ne défendent plus ces territoires sunnites. Du côté, ces populations également sont attaquées à la fois par les forces du régime syrien, par les forces du régime iranien, par les forces du régime irakien également. Et c'est le fait que ces populations n'ont quasiment personne pour les défendre, se tournent malgré elles vers l'État islamique qu'elles considèrent comme le seul défenseur. Et c'est là le problème. C'est-à-dire tant qu'on n'aura pas une solution politique pour ces populations, on parle d'environ 8 millions d'individus. Tant qu'on n'aura pas une solution politique, eh bien, l'État islamique continuera à prospérer sur cette situation. Est-ce qu'on peut juste repréciser, pour éventuellement ceux qui n'étaient pas là tout à fait au début, sunnites, chiites? Alors, sunnites, ce sont globalement, la majorité des musulmans dans le monde sont sunnites, 85% environ. La quasi-totalité des pays du Golfe sont sunnites, excepté l'Iran, qui lui est chiite. La différence est doctrinale. C'est un peu l'équivalent des catholiques et des protestants au XVIe siècle, avec une guerre de religion réelle qui est aujourd'hui, elle n'est pas au XVIe, elle est de nos jours, et c'est une lutte pour le contrôle des pays quel pays va être à dominante chiite, quel pays va être à dominante sunnite. Nous y sommes. En France, on a longtemps parlé et entendu parler d'Al-Qaïda. Maintenant, on entend beaucoup plus parler de l'État islamique, de Daesh. Est-ce que ça veut dire que l'État islamique a pris le pas sur Al-Qaïda ou pas? Oui, indéniablement. Aujourd'hui, l'État islamique a, on va dire, siphonné quasiment les sources et les militants d'Al-Qaïda. Al-Qaïda était globalement, pour simplifier, était dans une lutte internationale. Elle faisait des attentats suicides un peu partout. Elle voulait globalement convertir le monde entier. L'État islamique, il a un objectif beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. C'est créer un État déjà. Voilà, c'est créer un État et ça parle. Un État sans frontières. Voilà, pas totalement sans frontières, mais disons sur la majorité sunnite ou la majorité des pays musulmans de cette région-là. Et ça, c'est un objectif qui parle aux militants, ce qui fait qu'on a vu des groupes qui étaient auparavant dans Al-Qaïda ou qui étaient affiliés, qui rejoignent petit à petit l'État islamique. Et donc effectivement, c'est le groupe aujourd'hui le plus important de cette scène djihadiste internationale. Loïc Garnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, le CLAT. C'est vrai que vos apparitions sont relativement rares pour des raisons de sécurité, donc merci infiniment d'être avec nous. Depuis septembre, la France s'est engagée militairement en Irak. Est-ce que ce fait-là augmente pour les Français le risque d'attentat? Cet engagement était d'une part nécessaire, d'autre part moralement indispensable. Nous étions d'ores et déjà l'une des cibles, entre guillemets, préférées de l'ensemble des groupes terroristes, du fait d'une part de notre présence en Afghanistan, d'autre part de notre guerre au Mali contre les organisations terroristes aussi variées soient-elles, et enfin de par notre conception de la République qui comporte une composante de laïcité très importante. De fait, nous sommes là véritablement une cible très importante actuellement de l'ensemble de ces groupes. Les risques viennent plutôt de qui? Éventuellement des Français ou de l'État islamique sur place? La menace est protéiforme et il ne s'agit pas d'avoir une certaine langue de bois là-dessus. Il y a bien sûr des organisations extérieures, essentiellement d'ailleurs contrôlées par Al-Qaïda et ses ramifications, qui planifient, qui souhaiteraient commettre des attentats sur le sol français, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui vont puiser leur inspiration, notamment dans la propagande, à la fois de Daesh et d'Al-Qaïda, et qui sont susceptibles par eux-mêmes, soit individuellement, soit de manière collective, de provoquer des actes terroristes. Les frères Kouachi se sont revendiqués d'Al-Qaïda au Yémen, qui est en fait Al-Qaïda en péninsule arabique. Koulibaly, quant à lui, s'était en tout cas affiché comme étant un partisan de Daesh, mais enfin il s'agissait là, à mon sens, plus d'un effet de mode qu'autre chose. Nous sommes là
typiquement face à ce qu'on appelle le djihad individuel, alors qui n'a souvent d'individuel que le nom, parce qu'il n'y a pas véritablement de djihad individuel, tout part souvent de rencontres, de contacts, voire de voyages à l'étranger, c'est simplement l'action qui est faite avec les moyens du bord, entre guillemets, et avec des modes opératoires qui mêlent à la fois les modes d'action des voyous et des modes d'action terroristes. Est-ce que, Mathieu Guider, est-ce qu'on a des ramifications de Daesh en France? Est-ce qu'il y a des responsables? Est-ce qu'il y a une organisation de Daesh en France? Aujourd'hui, à notre connaissance, non. Justement, la différence avec Al-Qaïda, c'est que Al-Qaïda envoyait des combattants, suscitait la création de réseaux de cellules dormantes sur le territoire national des différents pays visés, alors que l'État islamique vise plutôt à rapatrier des combattants. En fait, son discours est simple, venez à nous, et pas partez chez vous, venez à nous, faites votre hijra, faites votre immigration, venez construire un État avec nous. Ce qui fait que la quasi-totalité des vocations qu'on a sont des vocations individuelles partant de démarches volontaristes parfois, pour rejoindre l'État islamique, davantage que l'État islamique qui veut implanter des cellules. Pour l'instant en tout cas, ça peut évoluer. On a une idée de combien de Français sont partis? On en a une idée, oui, assez précise. Actuellement, il s'agit d'environ 470 Français qui sont sur la zone syro-irakienne et qui sont dans les rangs des diverses organisations. Quand je dis diverses organisations, on parle bien sûr essentiellement des principales, le Jabhat al-Nusra et Daesh, mais il y en a une multiplicité d'autres. Donc c'est un nombre important. On peut considérer que de l'ordre de 260 d'ores et déjà ont quitté cette zone, dont environ 200, un peu plus, sont rentrés sur notre territoire. Ce sont les Français qui sont le plus représentés parmi les Européens? Ce sont les Français qui, en nombre, en effet, sont le plus représentés parmi les Européens. C'est dû essentiellement, d'ailleurs, à notre histoire, à notre composition sociale. Mais néanmoins, c'est de toute façon un sujet extrêmement préoccupant pour nous, parce que, outre le problème sécuritaire que cela pose, et ça, c'est véritablement un message qui est important de faire passer, c'est que nous faisons face à un véritable problème de santé publique aujourd'hui. Car en effet, ces jeunes, parce qu'il faut parler d'une tranche entre 18 et 23, 25 ans. Ces jeunes ont vu là-bas des atrocités, ont participé à des atrocités et finalement... se sont déshumanisés ? Se sont sans doute en partie déshumanisés ou en tout cas reviennent traumatisés. On parle souvent, pour ce qui est des soldats qui reviennent des théâtres d'opération, de syndrome post-traumatique. Pourquoi ce syndrome post-traumatique ne s'appliquerait-il pas aux jeunes qui sont allés là-bas? Nous sommes là véritablement, pour l'avenir, à un véritable problème de santé publique. On va écouter un jeune tout de suite pour avoir un témoignage. C'est un extrait du documentaire Engrenage, les jeunes face à l'islam radical. Écoutez, c'est un jeune homme qui est parti donc en Syrie, évidemment, pour faire le djihad. Écoutez-le. À mon arrivée en Syrie, je me suis rendu compte que la réalité, elle était vraiment pas là. La seule réalité qui s'est confirmée, c'était sur ce qui se passait au niveau du génocide. Et ça m'a vraiment traumatisé. Et j'ai été surpris d'apprendre où est-ce que j'étais arrivé et ce qu'on allait nous faire. On commençait le matin par la prière, ensuite on faisait du nettoyage à l'intérieur, on ramassait les déchets. Au fur et à mesure du temps, on a commencé à nous demander, j'ai compris qu'on allait commencer à nous demander un peu plus. Donc c'est à ce moment-là que je me suis remis en question et que j'ai commencé à vouloir rentrer chez moi. J'ai pris contact avec ma famille et je leur ai dit que je voulais plus, que je voulais rentrer. Et ça n'a vraiment pas été facile pour négocier et pour pouvoir rentrer chez moi. C'est un extrait d'Engrenage, les jeunes face à l'islam radical, qui va être diffusé tout à l'heure. Quand on entend ces jeunes gens, pour certains, on a l'impression que c'est un peu un idéal humanitaire qui les a fait partir, et finalement que c'est peut-être pas des monstres, mais juste des enfants en quête de quelque chose de bon à faire et qui se trompent complètement de cible. Oui, il y a ça, il y a ce profil-là. Bien sûr, il y a des gens déterminés qui sont vraiment radicaux, des djihadistes purs et durs.
on a de tout, mais effectivement, au début, il ne faut pas oublier, on a perdu peut-être la mémoire jusqu'à la mi-2014, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on commence le bombardement contre l'État islamique. Le phénomène, tout de même, sur lequel tout le monde était concentré, c'était la situation en Syrie. C'était la situation du peuple syrien. On parle de 250 000 morts. On parle de 4 millions de déplacés. Enfin, et donc, pendant 2 ans et demi, donc, tout ce que ces jeunes ont vu à la télévision, à la radio, c'est la misère, la catastrophe du peuple syrien, ces jeunes enfants, ces orphelins, et effectivement, en particulier chez les jeunes femmes, cela a suscité la volonté de faire quelque chose. Le problème, c'est que, comme cela n'a pas été canalisé ni par les voies institutionnelles, ni par les voies associatives, ce désir de faire quelque chose, on a laissé globalement passer la situation, empirer la situation, eh bien les seuls qui ont proposé quelque chose, ce sont les djihadistes, et en particulier, petit à petit, les 2 organisations dont il est question, c'est-à-dire l'État islamique et le Front al-Nusra. C'est Internet qui vraiment permet ce recrutement, cet embrigadement, ce suivi de tous ces gamins. Internet est un vecteur. Internet seul n'est pas suffisant. Souvent, le recrutement de ces jeunes qui sont, il faut le dire, hein, en rupture, en déshérence, rupture familiale, rupture éducative, on le voit au travers de l'ensemble des signalements qui peuvent nous être faits, eh bien, ces jeunes sont amenés par des connaissances à consulter Internet. Or, ce que l'on constate, et cela avait commencé avec Al-Qaïda, ça s'est poursuivi et ça s'est accru avec l'État islamique, c'est une véritable intelligence de communication, c'est un véritable savoir-faire au travers des agences de communication que ces groupes terroristes ont constituées, au travers notamment d'un certain nombre de clips vidéo qui sont véritablement entre guillemets, des séries américaines, des séries à grand spectacle. Alors, cette communication est parfaitement d'ailleurs orientée dans la mesure où les jeunes sont utilisés en fonction de leur nationalité. Lorsque vous comparez des séquences qui sont à destination des jeunes d'Orient ou des jeunes d'Occident, vous n'avez pas du tout les mêmes clips. Vous avez des clips en français pour les Français, en allemand pour les Allemands. Tout est fort calculé par ces gens-là. Alors oui, c'est un vecteur. Ça n'est pas le seul vecteur. Mais néanmoins, c'est celui qui permet aussi un certain lavage de cerveau à tel point que des jeunes, en tout cas les parents nous le disent, passent leur nuit à visionner ce type de vidéos. Est-ce que ces jeunes qui reviennent, comme ce jeune qu'on a entendu, une fois qu'ils ont été manipulés, traumatisés, quel que soit quand ils reviennent, est-ce qu'ils sont dangereux est-ce qu'ils sont une menace pour la France quand ils reviennent? Alors, lorsqu'ils reviennent, tout d'abord, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Premier cas de figure, il y a une enquête judiciaire en cours, parce qu'il est établi, il y a des preuves, comme quoi, en effet, il a participé à des assassinats, des exactions, etc. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, l'action judiciaire se met en place. Il y a aussi un certain nombre de jeunes qui reviennent, qui sont abîmés, que l'on prend en compte sur un plan social, éducatif et éventuellement financier au travers du réseau mis en place par les préfectures localement. Et puis dans l'avenir, il y aura ces jeunes qu'on pourra sans doute prendre sur la base du volontariat en compte dans un centre particulier sur lequel nous sommes en train de réfléchir. Et ces jeunes, nous pourrons les remettre, j'allais dire, dans un droit chemin moral, en tout cas dans une psychologie qui ne sera pas une psychologie de destruction. Mathieu Guillière, pour terminer, est-ce que pour vous la menace d'extension, d'évolution, de propagation encore de Daesh est un risque vraiment sans fin ou pas? Nous vivons un tournant en réalité. Lorsque Ben Laden commençait à parler du djihad en 1989, tout le monde l'a pris pour un fou furieux et personne ne l'a pris au sérieux. On voit ce que ça a donné 20 ans plus tard. L'actuel chef de l'organisation de l'État islamique, qui s'appelle Baghdadi, il a introduit un nouveau concept qui est le califat et qui signifie l'union des musulmans. Et ça, on aura beaucoup de mal à s'en débarrasser parce qu'actuellement, en réalité, ce monde arabe et musulman n'a pas de projet politique. Et l'Occident ne lui propose pas, c'est-à-dire on propose des solutions militaires pour l'instant, mais on n'a pas proposé une vision politique ni une solution politique aux différents États. Et donc, malheureusement, on risque de le voir pendant un moment. Et en un mot, la France est directement menacée? La France est directement menacée tant que sa politique étrangère
s'aligne sur les États-Unis. Pour l'instant, on est aligné quasi intégralement sur les Américains. Je pense que si on revenait à une solution, à une politique à la Jacques Chirac, on aurait beaucoup plus de marge de manœuvre et on protégerait d'ailleurs l'Occident beaucoup mieux en ayant cette dualité entre les positions américaines et françaises. Merci infiniment à tous les deux d'être venus pour nous éclairer, également pour nous éclairer votre livre, Mathieu Guider, Terreur, la nouvelle ère des Twin Towers à Charlie. C'est paru chez Autrement. On va voir à présent comment certaines associations luttent contre la radicalisation des jeunes, des mineurs, que rien ne prédestinait au fanatisme religieux, recrutés par des réseaux sociaux. Nous allons voir quelle emprise mentale les recruteurs exercent sur eux avant de les envoyer en Syrie ou en Irak. Des méthodes dignes d'une secte. Tout de suite, les jeunes face à l'islam radical de Clarisse Feltin.